je vous propose d'écouter le propos de l'ambassadeur Nicolas Kazadi. Présidence de la République. Merci beaucoup, Christian. Bonjour à tout le monde. Je crois que ce sujet est extrêmement important pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement à ce qu'on a vécu dans les années 70-80, aujourd'hui, il est clair que l'essentiel de l'investissement pour la croissance économique et donc pour le développement économique viendra du secteur privé. Et donc, qui dit secteur privé dit financement de l'investissement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en termes publics, on n'a plus aucune capacité financière d'investir aujourd'hui dans notre pays pour concrétiser cette réalité. Et donc, si on ne fait pas en sorte que l'on puisse créer les conditions pour que le financement de l'investissement, essentiellement l'investissement privé, soit rendu possible, eh bien, il est inutile, il est vain d'espérer réaliser tous nos grands objectifs de développement du pays. Et d'ailleurs, les statistiques au niveau mondial le prouvent, la croissance des flux d'aide publique au développement est aujourd'hui de loin inférieure à la croissance du crédit qui est fait au secteur privé, à la croissance des investissements directs étrangers et même à la croissance des transferts des migrants, qui sont aussi une source de financement. Donc, ça se joue par rapport au secteur privé et ça se joue par rapport au financement. Et on voit la situation que nous vivons chez nous, c'est que nous avons une situation où la capacité de faire des prêts, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, est extrêmement limitée. Non pas seulement parce que l'épargne est limitée, mais aussi parce que nous ne sommes pas en situation d'attirer suffisamment d'épargne extérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que j'appelle des conditions, des éléments structurels qui empêchent cela. Les banques elles-mêmes, les premières, ne sont pas totalement à court de ressources, même si ce n'est pas suffisamment des ressources longues. C'est des ressources généralement courtes, même lorsqu'on parle des dépôts à terme, c'est des dépôts, les termes sont très courts. Mais elles ont quand même des ressources, et même dans le cadre d'opérations de court terme, qui constituent l'essentiel des opérations de prêt, elles font face à une difficulté d'avoir des projets de qualité. Le plus dur, c'est d'avoir des projets de qualité. Nous sommes un pays de potentiel, c'est vrai, d'opportunités, mais encore faut-il qu'il y ait des porteurs de projets de qualité, et je crois que c'est ça qui nous manque le plus. Et donc c'est une question de capacité, et parler du crédit, parler du coût du crédit, parler de la capacité à dire oui quand on demande un prêt, c'est aussi avant tout parler de la question des capacités en général, y compris les capacités du secteur, des promoteurs du secteur privé. Il y a un certain nombre d'éléments qui freinent le crédit, c'est-à-dire la capacité des promoteurs, comme je viens de dire, la question des fonds propres, qui est liée. Un opérateur financier ne peut pas prêter s'il n'y a pas de fonds propres, si l'investisseur ne mise pas un peu de son argent. Il y a la question de l'absence des ressources longues, je crois qu'on va y revenir, qui est essentielle. Nous avons un système financier qui est encore embryonnaire, malgré toutes les décennies que nous avons passées. Nous avions un secteur de l'assurance florissant il y a quelques décennies, il ne l'est plus. Nous n'avons pas de caisse de prévoyance suffisamment dynamique pour offrir ces ressources longues. Et nous avons très peu de capital risque, de capital investissement pour compenser ces difficultés. Nous avons un problème de garantie, parce que qui dit promotion dit également garantie, et donc basé sur la propriété. Nous savons que chez nous, la question de la propriété est encore un grand défi, parce que, notamment en ce qui concerne l'immobilier, parce qu'il y a un problème de fiabilité des titres, il y a un problème de sécurité des titres que nous connaissons tous. Nous avons un problème de qualité de l'information économique. L'information, en général, pour concevoir des bons projets, elle est défaillante. On peut venir avec des éléments d'information qui sont très beaux, mais qui ne sont pas forcément basés sur la réalité. Et aussi, et même surtout, l'information sur le crédit. Nous n'avons pas un système, comme beaucoup de pays en Afrique commencent à l'avoir, un système de centrale de risque, d'analyse du crédit qui soit suffisamment performant et accessible, qui permet d'identifier, de réduire le risque de faire un mauvais crédit. On peut faire un crédit dans 10 banques ici et on passe inaperçu. Ce sont des failles que l'on connaît depuis des décennies, qui évoluent très peu et qui font qu'on reste toujours un peu à la queue
au niveau africain avec une faible capacité à faire du crédit. Nous avons un système judiciaire qui a ses difficultés. Ce n'est pas pour rien que la lutte contre la corruption et le rétablissement de l'état de droit sont des priorités, parce que le système judiciaire peut permettre de relever pas mal de ces défis. Donc voilà en gros quelques grands défis. Donc parler du crédit, c'est parler du contexte des éléments structurels qui conduisent une banque à dire oui ou à dire non quand on fait une demande de crédit. Et donc, ça ne va pas toucher que les banques. Et ce serait une erreur de ne regarder que les banques et de leur jeter la pierre comme nous aimons le faire. Elles ont leur part de responsabilité, elles vivent très bien, elles sont très riches, mais ça va au-delà. C'est une responsabilité partagée qui commence chez les promoteurs, qui finit à l'État, la Banque centrale. Et l'intérêt de cet exercice, c'est que l'on puisse faire ressortir le partage de ces différentes responsabilités pour construire différemment demain. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Kazadi. Je donne la parole à Monsieur Deogracias Mutombo, gouverneur de... Comment est-ce que le microcrédit arrive à faire des taux plus avantageux que les banques conventionnelles? Le débat est ouvert. Qui est le premier qui parle? Lolo Amesso, présidence de la République. Si c'est allumé. Non, ça ne s'allume pas. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Approchez un peu plus, approchez. Voilà. Je crois que nous entrons dans un débat d'experts et je crains que vos auditeurs s'y perdent un peu. Non, ce que je voudrais justement, c'est que les auditeurs comprennent. Le président de l'ACB que j'ai rencontré hier a dit « Le grand problème, c'est que rarement, banques, entrepreneurs, enfin, banques, BCC et gouvernement définissent une ligne directrice ensemble. » Maintenant, je voudrais, en français facile, je sais que c'est possible. Oui, mais justement. Voilà. Je crois qu'une maman qui vend des arachides ou du pain peut facilement comprendre la finance. Et on parle du crédit. Crédit vient d'un mot latin qui veut dire confidere. C'est croire ensemble. Nous avons un problème, je veux dire que c'est, pour ne pas dire philosophique, c'est un problème spirituel. Depuis les années 90, nous n'avons plus de vue à long terme. Nous sommes dans des crises, on va dire, politiques, où on ne sait pas que sera le lendemain. On a eu une chance formidable. En 2019, il y a eu une alternance qui a permis d'ouvrir un peu l'horizon. Un taux d'intérêt n'est rien d'autre qu'un mur qui vous permet plus ou moins de voir l'horizon. À 18%, l'horizon est bouché. Ça traduit tout simplement la crise dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une crise où nous n'avons pas de modèle qui nous permet de nous projeter vers le futur. Et je crois que c'est ça, même qui induit le comportement des opérateurs économiques, du Congolais en général, c'est on ne pense même pas à développer des projets pour 2-3 ans. On entend ça dans la cité, hein, l'Onalelo, Bukalelo. Les gens sont dans... Mais c'est à cause de ça. Maintenant, comment arriver à faire baisser ce mur? Parce que c'est ça que les auditeurs attendent, pour qu'ils puissent voir l'horizon. On a déjà un cadre politique qui nous permet de penser que dans ce pays, on peut avoir un président sortant qui passe le flambeau à un nouveau président, en plus qui n'est pas de son propre camp politique. Ça, c'est pour le débat, on va dire, philosophique, qu'on doit tous régler. Donc on doit tous apprendre à nous faire confiance à nouveau à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan, on va dire, technique, je suis heureux d'être au milieu du gouverneur de la Banque centrale et du directeur général de l'autorité de régulation en matière d'assurance. Ce sont les deux personnes ici qui ont la clé. Le gouverneur de la Banque centrale est patron de ce qu'on appelle le marché monétaire. En gros,
il nous permet de résister face aux chocs à court terme, notamment du taux d'échange, parce qu'il peut, avec des instruments de la Banque centrale, jouer pour qu'on stabilise le cadre macroéconomique. Au niveau de l'ARCA, la régulation au niveau des assurances est très importante. C'est pour ça que je voulais prendre la parole quand vous parliez du coût du risque. Il y a un coût du risque au niveau des assurances, qu'on fixait à 2%, mais ce qui est important, c'est que les assurances peuvent créer le marché des capitaux qui manque justement à la Banque centrale, parce que le marché monétaire se situe juste à 2 ans. Et nos banquiers ne fonctionnent qu'avec ce marché monétaire-là. Ils ne peuvent pas voir plus loin, ils font ce qu'ils peuvent, c'est pour cela qu'ils intègrent les coûts, ils intègrent la crainte des dépôts. On n'a pas parlé tout à l'heure du cadre réglementaire, qui est calqué sur les règles de Bâle, où justement pour financer l'économie, vous devez quasi avoir la même somme en capital, ce qui est très pénalisant pour financer notre économie. Mais l'avantage du secteur des assurances, et je veux parler d'un cas particulier. L'âge médian du Congolais, c'est 17 ans. C'est une crainte si on n'arrive pas à mettre cette population au travail, mais c'est aussi une formidable opportunité. Aujourd'hui, avec les assurances, on peut avoir un marché des capitaux, non pas en termes de primes qu'on récolte pour les sinistres automobiles, mais on peut considérer aujourd'hui un système de fonds de pension par capitalisation. Avec ça, on ne va plus parler du coût du sinistre, du coût du risque, mais il y aura un vrai prix, parce que finalement le taux d'intérêt, c'est un prix. Aujourd'hui, si il y a un prix de la capitalisation des jeunes qui vont aller en pension dans 30, 10, 20, 5 ans, ça peut permettre aux banques ou à d'autres véhicules financiers d'ajouter une marge d'intermédiation. Je veux donner un exemple simple. Si aujourd'hui, les Congolais investissent dans un système de fonds de pension par capitalisation à 5% l'an, ça peut permettre aux banques, sans l'alibi des coûts, sans l'alibi de la réglementation, sans l'alibi de tout ce que vous avez cité ici, à mettre 3% dessus et de prêter à 8%. Du jour au lendemain. Mais je regrette qu'il n'y ait pas ici autour de la table les législateurs, parce que dans la plupart des pays, cette activité est encadrée par des lois. Je donne l'exemple d'un pays que je connais, parce que j'y ai travaillé, la Belgique, où on exige que 70% des primes récoltées par le secteur de l'assurance, notamment au niveau des fonds de pension, soient réinjectées dans l'économie. Et donc, si ma pension à moi, j'ai la quarantaine, mais j'explique de quelqu'un qui a 25 ans, qui entre dans le marché du travail, il attendra sa pension à 40 ans. Vous voyez, on a l'horizon. Et si on a 1 million comme ça, qui investissent donc pour leur fonds de pension $50 par mois, on a 50 millions tout de suite à pouvoir injecter dans l'économie. Je dis grosso modo, à un taux beaucoup plus faible. C'est à ça qu'on doit réfléchir. C'est ça qu'on doit mettre en place. Et donc voilà, je m'arrête là pour ne pas parler de fonds de garantie, mais je crois que le débat, il est là. Quel est le modèle qu'on veut mettre en place, justement pour pouvoir financer efficacement notre économie et à un coût acceptable? Madame Godelive de Cordier au Kitete. Merci beaucoup. Merci beaucoup Al Kitenge. André Wamesso, présidence de la République. Oui, justement, moi je pense que tout ce qu'on vient de dire ici, surtout les dernières interventions, reviennent à l'étymologie du crédit. Croire ensemble. S'il y en a 85% qui sont en dehors, c'est qu'ils ne croient pas au système qui existe. C'est aussi simple que ça. Monsieur Samouna, 25 ans, deux crédits, expérience malheureuse, ça veut dire que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que
on utilise les dépôts des épargnants pour espérer donner du crédit. Et c'est extrêmement difficile dans le contexte congolais, parce qu'on a des dépôts et des crédits en dollars, alors qu'on a une banque centrale qui est le prêteur en dernier recours, qui a comme levier du franc congolais. Inventons un nouveau modèle, créons un nouveau paradigme. C'est pour cela que je dis, je vous invite tous à réfléchir avec moi à un petit écosystème. Et là, Monsieur Kitenge, on va partir de l'État. Aujourd'hui, vous dites que la masse salariale au niveau des fonctionnaires, c'est peu, mais on peut commencer par là. Au niveau du budget, je crois que ça peut représenter, je parle sous le contrôle du gouverneur de la Banque centrale, entre 2 et 3 milliards de dollars. Si on dit qu'on prend 5% de ce montant, on le consacre à de la retraite par capitalisation. Je sais que la moyenne d'âge est assez élevée, donc on aura un horizon faible que si on engageait des jeunes, mais je crois qu'on sera déjà à 10-15 ans. Ça fait 150 millions par an. On peut l'investir dans un domaine qui me tient à cœur, c'est le domaine du logement. C'est-à-dire que ces mêmes fonctionnaires pourront espérer avoir accès à un logement avec un crédit moins coûteux. Si, je redonne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si cette capitalisation se fait à 5%, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce problème de coût que M. Kamanzi relevait, c'est-à-dire qu'on a des institutionnels qui prêtent à 5%, les banques peuvent derrière prêter à 8%, elles ont une marge de 3% d'intermédiation, donc il n'y a pas collecte d'impôts, il n'y a pas truc de dépôt et tout ça, ça se passe électroniquement, comme quand on a un écran Bloomberg, on appuie sur un bouton, et donc tout ça est réglé, donc il n'y a pas tous ces problèmes d'exploitation, et on a accès à des crédits de logement à 8%. Ces crédits logements à 8% financent une économie où on peut justement, au lieu que ça soit extraverti, on peut utiliser d'abord la main-d'œuvre locale, on peut utiliser les cimentiers, on peut donner des marchés à nos PME qui en manquent, dans la peinture, dans la plomberie. Donc on crée un écosystème, et pour ces mêmes PME-là, on a parlé du fonds de garantie, je salue ici le travail qui a été réalisé par la cellule du climat des affaires au niveau de la présidence, ainsi que du ministère des PME. Mais je crois qu'en top of de ce travail, on peut aujourd'hui utiliser nos propres ressources. Je pense aujourd'hui au Fonds pour la promotion de l'industrie, où on a plus d'1 milliard qui ont été donnés en crédit et dont 500 millions, on peut, comme le disait Michel Le Sembe, jeter à la poubelle. Mais on peut utiliser cet argent qui est prélevé chaque année, c'est entre 60 et 100 millions de dollars, pour garantir, enfin une partie du moins peut garantir les crédits aux PME. Puisque finalement c'est la même finalité. Au lieu de donner des crédits directement par une institution qui a failli à sa mission, on peut l'emmener vers les banques. On disait accroître les ressources des banques. Voilà un moyen. On utilise une partie de l'argent du FPI pour l'apporter en garantie cash au niveau des banques, et en utilisant l'artifice de dire, bon voilà, si on a 30% de dépôts des PME, on a un effet levier x3, hein, avec ce fonds de garantie du FPI pour faciliter justement le crédit aux PME. Si le FPI demande pour ces dépôts qui sont placés dans les banques et qui servent de garantie et qui demande encore un taux d'intérêt plus faible, ça va permettre aux banques d'abord de réduire du coût du risque, d'avoir du cash et de pouvoir, à la sortie, réduire le taux d'intérêt. Donc les solutions sont là, et je suis encore une fois déçu du fait qu'il n'y a pas le législateur ici, parce que ce n'est pas au niveau de la présidence ou du gouvernement que ces mécanismes peuvent être mis en place, mais c'est avec les législateurs, et je me réjouis de l'interview que vous avez, que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale vous a accordée il y a quelques jours, où elle dit justement que le débat au niveau parlementaire, on doit quitter le débat, on va dire politico-politique, vers justement ce type de débat qui nous concerne,
qu'ils prennent des lois sur les assurances pour empêcher que les primes aillent à l'étranger, qu'elles restent pour financer l'économie congolaise, et qu'on transforme le FPI en apportant les fonds pour permettre aux PME d'être garanties pour leur crédit auprès des banques. Voilà des solutions concrètes qu'on peut mettre sur la table, justement débattre et apporter des solutions à nos compatriotes. Voilà. Alors, le gouverneur, alors, vous présentez s'il vous plaît. Ok. Bonjour, je suis Nadège Tandou, je suis auto-entrepreneur. Alors, j'ai une première question qui est liée au fait, qui est liée à la vision de la présidence. Parce que tout à l'heure, en écoutant en fait les représentants de la présidence, je me disais que je ne comprenais pas du tout la posture des représentants de la présidence qui devaient plutôt pencher en faveur du peuple et dire ce que la présidence prévoit pour améliorer le cadre de vie des Congolais. Au lieu de ça, on nous donne l'impression en fait que le Congolais vit essentiellement au jour le jour et que le Congolais n'a pas de vision. Mais la présidence, pour moi, c'est la présidence qui doit aussi quelque part donner une impulsion, alors que en fait, là, de tout à l'heure, ce qu'on entendait, c'est pas la faute des banques, c'est pas. Donc je me suis demandé, mais finalement, quelle est la vision de la présidence par rapport à ça? On a vu que dans d'autres pays, et je peux citer par exemple le Nigeria, on avait le président Obasanjo qui avait une vision qui était claire, c'était celle de voir émerger des fortunes dans son pays. Et aujourd'hui, on en a les fruits, on voit Aliko Dangote, on voit Tony Limelou et bien d'autres personnes. Donc moi, par rapport à ça, je demande à la présidence, quelle est sa vision et comment ça va se mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà en cours d'implémentation ou qui vont se faire d'ici là? Ma deuxième question, c'est à la Banque centrale. Donc, comment est-ce que la Banque centrale procède pour s'assurer en fait que les lignes de crédit qui sont attribuées par la BAD et la Banque mondiale pour pouvoir partager les risques en termes de crédit, comment est-ce que la Banque centrale s'assure en fait que les Congolais en bénéficient? Merci beaucoup madame. Alors, la présidence de la République. Je ne sais pas si... oui, André Ouamesso. Mais je ne sais pas si madame a bien suivi le débat, parce que c'était justement ça le sujet. Que la présidence disait que justement il fallait baisser le coût du crédit, et il a proposé en tout cas des solutions claires, notamment via le marché des assurances, d'une part, et en instituant, puisque c'est déjà dans les débats et il y a déjà un projet de décret ministériel pour créer un fonds de garantie pour soutenir les PME. Donc j'en ai parlé à temps et à contre-temps ici. Je ne vois pas, je ne comprends pas très bien la question. Oui, mais l'ambassadeur Nicolas Kazadi. Technique, s'il vous plaît, suivez. Non, pardon. Non, ça marche, je crois. Oui. Non, oui, ça marche. Oui, on peut même aller plus loin. Sur le thème d'aujourd'hui, qui est l'accès au crédit, vous avez vu qu'il y a eu une décision qui a été prise récemment de baisser le taux d'intérêt à 3% à travers le FPI pour certains secteurs dans le but de relancer la machine. Mais au-delà de cela, la vision que nous avons tous dévoilée ici, enfin dévoilée n'est même pas le mot parce qu'elle est connue, c'est qu'on doit agir sur l'ensemble des éléments structurels qui peuvent débloquer la machine, avec une idée centrale, c'est qu'on ne va pas continuer à gérer la misère du secteur financier actuel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut abattre le mur, c'est le terme qu'a utilisé mon collègue Lolo, pour voir plus loin. On ne peut pas construire une économie, parce qu'on parle d'investissement. L'investissement par nature, c'est du long terme. On ne peut pas faire de l'investissement avec des financements à court terme. C'est ça la vérité. La raison pour laquelle toutes les banques se confinent sur un petit segment, elles se marchent les pieds, elles courent derrière les petites opportunités les moins risquées, et elles sont en difficulté. Dans le cours d'une vie, dans ma carrière, moi j'ai vu près d'une dizaine de banques disparaître. Et si je veux aller plus loin, je vais provoquer un peu mon ami, le gouverneur de la banque. On a commencé à travailler à la banque pratiquement le même jour. La Banque centrale elle-même n'est pas dans une situation très reluisante et elle n'est même pas en état, financièrement parlant, de jouer son rôle comme il le faut, parce qu'elle a été décapitalisée par l'effet de toutes les mauvaises politiques
que nous avons connu dans ce pays. Donc le segment sur lequel nous travaillons, il est extrêmement précaire et le message que nous martelons, c'est qu'il faut casser cela. Et la première des conditions, elle est d'ordre politique ou institutionnel, Lolo en a parlé, mais au-delà de cela, sur le plan concret, il y a plusieurs leviers techniques, mais l'un d'eux, et à mon avis c'est le plus rapide, le plus à notre portée, c'est celui du secteur des assurances, parce qu'on est déjà dans le mouvement, il y a des primes qui sont payées, lui parle d'1 milliard, moi je pense qu'on peut même dépasser le milliard, il faut qu'on fouille et qu'on trouve à qui cet argent est payé, à qui les miniers payent leur prime d'assurance, à qui les organisations internationales, les Nations Unies payent leurs primes d'assurance, etc., parce qu'ils les payent. Et c'est énormément d'argent qui devrait être dans les banques ici et qui devrait être réutilisé pour financer l'économie, pour financer le long terme. Ça, c'est du concret. C'est de l'argent qui existe, qui est fraudé. Ce n'est même pas de l'informel. L'informel, c'est gentil. C'est de l'argent qui est fraudé. Et à mon avis, on dépasse le milliard. Maintenant, au-delà de cela, ça c'est des conditions essentielles. Moi, j'ai parcouru plusieurs pays en Afrique, y compris des pays en crise, des pays fragiles, des pays qui font partie des pays les moins avancés. On a des situations où on donne du crédit jusqu'à 10, 15, même 20 ans. Pourquoi pas la RDC? Il n'y a pas de raison. Ça veut dire qu'il manque plusieurs éléments dans le puzzle. Il faut les reconstruire les uns après les autres. L'assurance est l'un d'eux qui est le plus à notre portée. Les fonds de prévoyance sociale, pension, tout ce que vous voulez, assurance maladie, viennent après. On en a parlé depuis le début de l'émission. Il y a autre chose, et moi j'ai retenu la mesure très originale et pratique que M. Wazné a préconisée, et je crois que je m'en ferai le défendeur. Il faut qu'on sanctuarise les dépôts à terme et voir quel impact ça peut avoir, y compris auprès de ces miniers qui ne veulent pas utiliser l'argent. Peut-être qu'ils voudront bien les mettre dans des dépôts à terme avec des maturités suffisamment longues. Donc il y a une série de mesures techniques ponctuelles qu'on peut mettre en place. La chance, c'est qu'on les a identifiées. On a la libéralisation du secteur de l'assurance. Il faut qu'on avance. Et donc tout cela étant, moi j'ai retenu 3 priorités. Comme ça sera la dernière fois que je prends la parole, j'en profite. Non, il faut savoir une chose, c'est que toutes les études le renseignent de manière claire. L'Afrique est la partie du monde où la rémunération du capital est la plus élevée. Et le Congo est cité comme le pays de tous les potentiels, de toutes les opportunités. Ce n'est pas normal que nous soyons les derniers, comme nous continuons de l'être, alors qu'il y a des opportunités. C'est vrai que nous avons pris beaucoup de retard et de recul, mais nous avons les éléments fondamentaux qu'il faut pour rebondir très vite. Et donc, les 3 grandes priorités que moi je vois, la première, c'est celle des capacités. La capacité des acteurs, des promoteurs de projets. La capacité qu'ils ont à formuler de bons projets, à apporter des ressources en fonds propres. Cette capacité, elle est aujourd'hui défaillante. Et j'ai beaucoup aimé les propos de Dieudonné Kassem Outarafek. Il faut qu'on travaille sur ça. Il faut qu'on crée des entrepreneurs et qu'on renforce ceux qui existent. Il faut des moyens pour cela. Malheureusement, l'État n'a pas beaucoup de moyens, il est préoccupé par des urgences, mais il faut qu'il donne son engagement politique, son soutien à ces activités et qu'il serve de lien avec les bailleurs de fonds, parce qu'on est dans une tendance aujourd'hui où, y compris les bailleurs de fonds, s'intéressent à ces questions-là parce qu'ils savent que c'est la clé. Il faut qu'on monte des projets utiles avec le secteur privé pour, à travers des dons, à travers des subventions, accompagner les promoteurs à concevoir, produire et amorcer des projets. Ça se fait, y compris dans ce pays, beaucoup plus dans les autres pays africains que moi j'ai vu, et il faut qu'on y travaille de manière plus soutenue avec la FEC et avec les autres organisations fêtières du secteur privé. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. La deuxième priorité, c'est le système financier, on l'a dit, on a parlé des assurances, mais il n'y a pas que ça. Il y a la question par exemple, le crédit bail. Il faut qu'on relance le crédit bail. Ça implique des questions légales, etc., et même des assurances, mais il faut le faire. Il y a la question spécifique du crédit agricole, qui est aujourd'hui à 1%, mais qui est le secteur qui occupe le plus de gens. Et d'ailleurs, nous tous, on rêve toujours, à côté du boulot ou après la retraite, d'être des agriculteurs. Donc, le secteur agricole n'est pas couvert pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est le risque. D'abord, c'est le manque de professionnalisme. Il n'est pas assez professionnalisé. Et ensuite, le risque climatique,
qui fait que les banques n'osent pas. Il faut des mesures spécifiques pour ce secteur, c'est comme ça dans tous les pays. On a eu une banque de crédit agricole qui fait partie de la liste des cadavres, mais il y a des mécanismes aujourd'hui nouveaux dans plusieurs pays. Il suffit de faire un peu de benchmark et on les trouve, où on accompagne les projets agricoles de manière spécifique, qu'il s'agisse de la grande agriculture, qui est beaucoup plus professionnalisée et plus sécurisante, ou des petits agricoles. Et l'idéal, c'est de combiner les deux, les petits paysans agricoles et les grands, qui doivent devenir des entrepreneurs agricoles. Donc voilà un peu une des clés. Et ça, c'est une question qu'on n'a pas suffisamment abordée. Pourtant, c'est le domaine qui est le plus en manque de ressources, en réalité. Merci et la beaucoup. troisième priorité, je termine là, c'est tout ce qui est la responsabilité de l'État. Elle est large, c'est vrai. Tout ce parfois on parle d'environnement des affaires, mais ça va au-delà. Il y a énormément d'éléments sur lesquels on peut travailler. Il faut combiner ressources publiques ou engagement public et secteur privé. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Je peux vous donner un petit exemple, et je vais m'arrêter là. Au Mali, la Bank of Africa a eu l'idée géniale de créer une direction spécialisée pour accompagner les PME, parce que beaucoup venaient avec de bonnes idées, mais pas suffisamment achevées. Et elle a eu l'intelligence de recourir à des fonds de l'assistance publique au développement pour soutenir cette direction. Vous voyez, une combinaison très originale. Donc, un bailleur de fonds vient avec des dons au sein d'une banque privée pour financer le personnel, etc., et accompagner des porteurs de projets. Et comme ça, c'est fait dans la banque. Et ça a tellement bien marché que la Bank of Africa a pris la décision de répandre ce modèle dans toutes ces agences africaines. Merci. Voilà, il y en a plein des exemples comme ça, et je crois que si on veut, on peut y arriver, mais il faut et le dialogue est absolument important, il est encore insuffisant, trop souvent en chaîne faïence, alors qu'on concourt aux mêmes objectifs, et il faut dialoguer davantage. Travailler Merci. ensemble, ensemble on est plus fort. Monsieur